Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Votre condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur votre ex-compagne remonte à décembre 2022. Pendant plus d'un an, vous avez observé une forme de discrétion. On vous revoit ces jours-ci à la télévision, à la radio, ce matin sur France Bleu Nord. Cela fait un retrait dans un premier temps, un retour désormais dans l'immédiat. Pourquoi maintenant ? D'abord parce qu'il m'a fallu ce temps, en réalité, pour travailler sur ce qui m'était arrivé. C'est vrai, il y a plusieurs années, lors d'une dispute conjugale, il m'est arrivé de lever la main. C'est un geste que je n'ai jamais minimisé, jamais banalisé, qui a été rendu public des années plus tard, dans un contexte de divorce. Et j'ai fait ce choix de reconnaître les faits qui m'avaient été reprochés. Alors on me demande souvent si je regrette d'avoir reconnu les faits qui m'avaient été reprochés. Non, je ne le regrette pas. Ce que je regrette, c'est d'avoir un jour levé la main, ça oui. Ce que je regrette aussi, c'est certains mots utilisés au moment de ma défense il y a maintenant près d'un an et demi. Parce que j'ai compris qu'aucun contexte en réalité, aucune explication ne justifie le fait d'un jour lever la main. Voilà. Et donc la justice a fait son travail. D'ailleurs, ce travail, je souhaite qu'elle puisse le faire, et ça n'est pas le cas pour toutes les femmes, de la première violence jusqu'à des faits plus graves. J'ai suivi un stage qui m'a été demandé non pas par la justice mais par mon groupe parlementaire auprès d'associations. Un stage qui m'a permis en effet de travailler, de comprendre. Il m'a fallu ce temps de silence. Je crois qu'il était nécessaire. Et puis maintenant, il y a aussi la nécessité de reprendre le combat politique pour lequel j'ai été élu. Il se trouve que dans ma circonscription, pendant toute cette période, j'ai poursuivi mon travail de député et que voilà, les citoyennes, les citoyens qui m'ont élu souhaitent aussi que je puisse reprendre ce travail pleinement et dans un contexte qui est très difficile aussi socialement dans le pays. Et donc voilà ce que j'essaye de faire. Dans quelle mesure pouvez-vous continuer votre mandat, à exercer votre mandat de manière entre guillemets normale, c'est-à-dire sans qu'on vous renvoie sans cesse cette condamnation, que ce soit dans votre propre camp ou de la part de vos adversaires politiques. Est-ce que vous pouvez exercer votre mandat de député qui court jusqu'en 2027 de manière normale ? Vous savez, je n'ignore pas qu'il y a des gens que j'ai déçus et que la révélation autour de ces éléments de ma vie privée qui sont devenus des éléments publics, et puis d'ailleurs la question des violences est aussi une question politique qui traverse la société, je sais qu'il y a des gens que j'ai déçus et je leur demande pardon. Voilà. Et pour le reste, je n'ai pas été empêché de faire mon travail de parlementaire. Là, je reviens à votre micro, mais en réalité, depuis 2022 et depuis mon élection, je n'ai jamais cessé d'être dans ma circonscription sur le terrain, au service des citoyennes, des citoyens. Justement, depuis 6 heures ce matin, nous interrogeons les auditeurs de France Bleu Nord sur l'exemplarité en politique. Je peux citer Kader, je peux citer Jérôme, qui nous ont tous les deux appelés pour nous dire condamnation égale démission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Où est-ce que vous vous situez dans ce débat ? Très honnêtement, la question s'est posée à l'époque, et moi j'ai réfléchi en me disant, surtout si je l'avais fait, nous n'aurions pas eu une situation électorale et une campagne à la loyale. Il est certain qu'il y a des gens qui ont une indignation qui est sincère, compte tenu y compris de ce que représente le combat féministe, et puis il y a des gens qui se sont en quelque sorte peut-être saisis de cette situation pour mener un combat politique et essayer de m'écarter. Imaginez qu'à ce moment-là, j'avais démissionné et qu'il y avait une nouvelle campagne électorale, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas eu une campagne pleinement à la loyale. Voilà. Après, vous savez, tôt ou tard, les Français auront l'occasion de s'exprimer. Il y a 577 parlementaires sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est d'abord 577 femmes et hommes, pas des surhommes, pas des surfemmes, des gens qui ont tous des histoires, et certains, et c'est mon cas, je le dis, commettent des fautes dans leur vie. Et je crois que la nécessité aussi, c'est de faire ce travail qui permet d'essayer, en tout cas, humblement, d'être meilleur et de s'améliorer. C'est peut-être même le sens de l'existence, essayer de toujours faire mieux, comme dirait l'autre. 7h49, nous sommes en direct avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Adrien Quatennens, vous l'avez dit, vous continuez votre travail de député. Le salon de l'agriculture ouvre demain à Paris. Est-ce que vous allez y aller ? Alors moi, je n'y serai pas personnellement, mais par contre, la France Insoumise y sera, elle y sera bien représentée. Et je crois que le contexte de ce salon, tout le monde le comprend, est très particulier. On est dans une situation où en France, vous avez à peu près un suicide tous les 2 jours d'un agriculteur. Vous avez un quart des agriculteurs de ce pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. On estime qu'il y a 200 exploitations qui ferment chaque semaine en France, que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs vont être à la retraite. Bref, en gros, si on regarde les indicateurs qu'on a sous les yeux, c'est la mort programmée de notre agriculture. Et on a un gouvernement qui face à la revendication principale des agriculteurs, qui est d'ailleurs une revendication commune dans plein de secteurs d'activité, et c'est vivre correctement de son travail, qui n'apporte aucune réponse. Moi, je ne vois pas que la remise en cause du plan Éco-Phyto, en réalité, et des injonctions de la FNSEA soient en mesure d'améliorer le sort des agriculteurs. À propos justement de la rémunération, qui est une revendication principale des agriculteurs,
l'agriculteur pouvoir vivre de son travail. La semaine dernière, la France Insoumise a redéposé une proposition de loi visant à instaurer un prix plancher dans les matières premières agricoles. En quoi est-ce différent des lois Egalim qui sont censées garantir, elles aussi, une rémunération juste pour les agriculteurs? Bon, d'abord, la loi Egalim, vous voyez bien que son application, elle n'est pas idéale du tout et que les agriculteurs le disent. Nous, c'est vrai, le 30 novembre dernier à l'Assemblée nationale, mes collègues Manuel Bompard et Aurélie Trouvé ont déposé une proposition de loi visant à instaurer des prix planchers, c'est-à-dire des prix minimum rémunérateurs pour les productrices, les producteurs agricoles. Et figurez-vous que, y compris parmi celles et ceux qui aujourd'hui défendent les agriculteurs dans le débat public, ils ont voté contre cette proposition. La Macronie s'est mobilisée et à 6 voix, cette proposition a été rejetée. Et ce prix serait fixé par qui? Un prix minimum garanti aux agriculteurs? Vous savez, ça peut être fixé y compris par l'État. Vous avez même l'encadrement des prix de certains produits de première nécessité qui, dans nos outre-mer, est réalisé par l'État. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. En fait, je crois aussi que le gros problème, c'est qu'il y a une injonction contradictoire qui est faite à nos agriculteurs. D'un côté, on leur demande de monter en gamme, d'avoir des produits qui répondent à des normes sanitaires, environnementales toujours plus importantes, et je crois que c'est bien. Et de l'autre côté, on leur demande, dans le même temps, j'ai envie de dire, d'être compétitifs avec des fermes-usines, comme on le voit au Brésil. Et d'ailleurs, le gouvernement a signé à tour de bras des accords de libre-échange qui mettent nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale. La France Insoumise a réclamé pour ces accords de libre-échange un moratoire. Un moratoire, et par exemple, que sur le Mercosur, parce que ça n'est toujours pas le cas, contrairement à ce qui est annoncé par le gouvernement, la France retire son mandat de négociation. On ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être compétitifs. En fait, il faut choisir. Soit on veut être compétitif avec les fermes-usines et faire une agriculture qui vise l'export et les bas coûts, soit on veut faire une agriculture de qualité, mettre le paquet dans la transition agroécologique, et dans ce cas-là, on ne peut pas être compétitif avec des pays qui produisent dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. De la même manière, je le crois, sans attendre, ce qu'il faudrait, et c'est d'ailleurs demandé par nos agriculteurs, c'est d'imposer aux produits qu'on importe les normes que l'on impose à nos agriculteurs. Sinon, encore une fois, il y a une situation de concurrence déloyale. Tout cela se joue aussi au niveau de l'Union européenne. Ces débats autour de l'agriculture résonnent avec les élections qui se tiendront au mois de juin, élections européennes. Question peut-être sur Génération. Le parti fondé par Benoît Hamon a communiqué hier sur les réseaux sociaux disant qu'il rejoignait la liste de la France Insoumise. Ce matin, le message en question est supprimé. 2 coordinateurs du mouvement sont suspendus. Il se passe quoi avec Génération? Ils sont avec vous ou pas? Écoutez, moi, l'information que j'ai ce matin, c'est que nous avons un accord avec Génération et que leurs militants ont voté pour cet accord. Et je crois que c'est une chose extrêmement positive. On a des élections européennes le 9 juin prochain. Et que voit-on dans les sondages? C'est que nous sommes engagés dans une course de vitesse avec l'extrême droite, et l'extrême droite est bien en avance. Qui est donné en tête le Rassemblement national. Pour et la ces élections, il y aura une liste insoumise, une liste communiste, une liste écologiste, une liste socialiste. Vous le regrettez? Clairement. Et nous allons essayer de faire, et c'est le sens de cet accord, nous allons essayer de faire la liste la plus unitaire possible. Pourquoi? En juin 2022, on avait franchi une étape considérable. Tout le monde disait dans la campagne présidentielle, il faudrait l'union. On a réussi à faire l'union après la campagne présidentielle et les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons gagné ensemble avec la NUPES le premier tour des élections législatives, et nous souhaitons que cela se pérennise. Et d'ailleurs, je veux dire à votre micro que la France Insoumise a proposé à Europe Écologie Les Verts et à leur tête de liste, Marie Toussaint, d'emmener la liste de toute la NUPES. Ils ont refusé. On leur propose les clés du camion, ils disent on n'en veut pas. Parce que les écologistes ont toujours eu historiquement de très bons scores aux élections européennes. Alors bon, d'abord les sondages montrent pas que c'est forcément ce qui va se passer, mais entendez-moi, je veux dire, y compris, je veux bien comprendre cette logique-là. La question de rééquilibrer un rapport de force dans des élections qu'on croit plus favorables pour soi. Mais pardon, en ce moment, le fond de l'air dans ce pays, c'est une extrême droite qui monte, qui partout en Europe gagne des positions, dont on voit mal d'ailleurs ce qui est en mesure de l'empêcher aujourd'hui d'accéder au pouvoir, avec un Emmanuel Macron qui a été élu pour lui faire barrage, qui est objectivement aujourd'hui un marchepied. Donc c'est irresponsable de retourner à un match des gauches dans un moment où en plus les sondages montrent qu'ensemble nous pourrions être en tête. C'est ça la question. En accumulant effectivement les scores. Donc nous allons essayer de faire notre mieux pour avoir la liste la plus unitaire possible, et je crois que ce que nous avons aussi besoin de faire, parce que le gouvernement ne fait absolument rien, nous avons dans ce pays à peu près 20% du corps électoral, 10 millions de personnes qui ne sont pas ou mal inscrites sur les listes électorales. Et nous avons un gouvernement avec M. Darmanin, qui est quand même chargé de la question de l'organisation des élections, qui ne fait rien. Est-ce que vous avez vu de grandes campagnes de porte-à-porte financées par l'État pour inciter les gens à s'inscrire? Non, ça ne se fait pas. C'est nous qui devons, avec nos petites forces de militants, faire des campagnes. D'ailleurs, on a lancé un site, onvoteinsoumis.fr, pour vérifier l'inscription sur les listes électorales, pour faire en sorte que d'ici au 3 mai, parce que je le dis, tout le monde ne le sait pas non plus, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le 9 juin. Et je crois que la question de la participation populaire est centrale. On ne peut pas tolérer que les élections deviennent une sorte de suffrage sans
censitaire où le fait de voter est quelque chose de très marqué sociologiquement. Au moment du vote, la voix du plus puissant a le même poids que la voix de la personne qui est dans une situation difficile de précarité. Donc il faut mobiliser, et c'est sûr que pour ça il vaut mieux créer les conditions de la plus grande unité. C'est pour ça que moi, si ça se confirme, et je crois que ça l'est, je me réjouis de l'accord avec Génération, puisque ça fait du coup 2 composantes de la NUPES rassemblées pour ces élections. Cela va devoir encore une fois être confirmé dans la journée, parce qu'il y a un quiproquo actuellement, si est-ce que Génération est avec vous ou pas. Merci beaucoup en tout cas d'ici là, Adrien Quatennens, d'avoir été l'invité ce matin de Merci France de Bleu m'avoir Nord, invité. député de la première circonscription du Nord. Bonne journée.